Si tu danses ce tango, je t'épouse, dit le millionnaire avec un sourire narquois, tandis que tous les invités riaient de la simple femme de chambre. Mais ce qui se passa dans les minutes qui suivirent laissa cette salle de bal dans un silence complet. C'est une histoire qui vous émouvra du début à la fin. Le soir du 15 mars, la salle de bal du château de Valois, près de Paris, scintillait sous les lustres en cristal. Amélie serrait son chiffon à poussière tout en observant depuis le coin le plus reculé de la pièce. Elle avait 32 ans, les cheveux noirs relevés en un chignon parfait et portait son uniforme de femme de chambre, une robe noire avec un col blanc et un tablier immaculé. Elle avait été embauchée le matin même pour aider lors de la soirée de charité organisée par Victor de La Rochefoucauld, l'un des hommes les plus riches de France. 52 ans, cheveux grisonnants peignés en arrière. Smoking noir sur mesure. Victor était connu dans tout Paris, non seulement pour sa fortune, mais aussi pour son caractère difficile et ses remarques acerbes. Les invités emplissaient la salle, les femmes portaient des robes longues et élégantes dans des tons argentés et champagne. Les hommes, tous en smoking, conversaient, riaient, buvaient du champagne dans des coupes en cristal. Amélie se déplaçait silencieusement parmi eux, ramassant les verres vides et les serviettes usagées. Attention, attention, chers amis. La voix de Victor résonna dans la salle. Tous se tournèrent vers lui. Il se tenait au centre de la piste de danse, un large sourire aux lèvres. Ce soir, j'ai préparé pour vous une performance spéciale de tango argentin, mais avant, je veux faire un petit jeu. Les invités applaudirent, curieux. Amélie continua son travail, essayant de rester invisible. Voyons voir, Victor parcourut la salle du regard. Ses yeux s'arrêtèrent sur Amélie. Vous ? Oui, vous. Venez ici, au centre. Amélie sentit son cœur s'arrêter. Tous les regards étaient maintenant braqués sur elle. Lentement, elle laissa son plateau sur une table et s'approcha d'un pas incertain. Ses mains tremblaient légèrement. « Comment vous appelez-vous » demanda Victor d'un ton amusé. « Amélie, monsieur » répondit-elle à voix basse. « Amélie » répéta-t-il à haute voix en se tournant vers les invités. « Notre chère Amélie a l'honneur d'être ici ce soir. » « Dites-moi, Amélie, savez-vous danser le tango ?» Elle baissa les yeux. « Non, monsieur, je suis seulement ici pour… Parfait !» l'interrompit Victor. Un rire parcourut l'assemblée. « Alors j'ai une proposition pour vous. Si vous parvenez à danser ce tango avec moi devant tous ces témoins… » Il fit une pause dramatique. « Je vous épouse !» La salle explosa de rire. Certains invités se donnaient des coups de coude. Une femme en robe argentée essuya une larme de rire. Un homme grand à moustache faillit recracher son champagne. « Allons, Victor, ne soyez pas cruel !» dit une dame âgée assise près de la piste. « Cruel ? J'offre à mademoiselle une opportunité unique, répondit-il en écartant les bras de manière théâtrale. Imaginez, Amélie, vous pourriez devenir Madame de La Rochefoucauld. Fini le ménage, fini les uniformes, seulement la vie de luxe. D'autres éclats de rire remplirent la salle. Amélie sentit le rouge lui monter aux joues. Elle voulait s'enfuir, sortir de ce château et ne plus jamais y revenir. Mais ses pieds semblaient collés au sol. Victor s'approcha d'elle, se penchant légèrement pour la regarder dans les yeux. « Alors, qu'en dites-vous ? Acceptez-vous ma généreuse proposition ?» Il y avait quelque chose dans ses yeux, pas seulement de l'arrogance, mais la certitude absolue qu'elle refuserait, qu'elle s'enfuirait, humiliée. C'était ce qu'il voulait. C'était ce qu'ils voulaient tous, voir une pauvre femme de chambre s'enfuir la queue entre les jambes pour pouvoir rire encore plus. Quelque chose se brisa en Amélie. Ce n'était pas de la colère ni de l'orgueil blessé, c'était quelque chose de plus profond. C'était le souvenir de qui elle avait été avant que la vie ne l'amène à nettoyer les sols des autres. Amélie releva lentement la tête, ses yeux rencontrèrent ceux de Victor. Cette fois, elle ne baissa pas le regard. « J'accepte », dit-elle d'une voix ferme. Le silence tomba sur la salle comme une chape de plomb. Les sourires se figèrent sur les visages des invités. Victor recula d'un pas, surpris. « Quoi ?» demanda-t-il, riant encore, mais avec moins d'assurance. « J'ai dit que j'accepte votre proposition, monsieur de La Rochefoucauld, répéta Amélie, cette fois plus fort. Elle retira lentement son tablier, le plia avec soin et le posa sur une chaise voisine. « Je danserai le tango avec vous et quand j'aurai terminé, vous tiendrez votre parole devant tous ces témoins. » Les invités échangèrent des regards incertains. Victor rit nerveusement. « Bien, bien, vous êtes courageuse, je dois l'admettre. D'accord, jouons à ce petit jeu. » Il fit un signe aux musiciens dans le coin de la salle. « Maestro, s'il vous plaît, un tango. » Amélie se plaça au centre de la piste de danse, enleva les chaussures plates qu'elle portait et resta pieds nus sur le parquet lustré. Ses pieds nus semblaient presque déplacés dans cette salle élégante. Victor s'approcha d'elle, toujours un sourire aux lèvres, sûr de sa victoire. Il tendit la main vers elle.
Quand leurs mains se touchèrent, quand les premiers accords de la musique emplirent la salle, quelque chose changea dans l'air. Et personne, absolument personne dans cette salle n'était préparé à ce qui allait se passer. Les premières notes du bandoneon emplirent la salle. C'était un tango lent, mélancolique, le genre de mélodie qui porte en elle des histoires de douleur et de passion. Victor posa une main sur la taille d'Amélie avec un geste théâtral, exagérant chaque mouvement pour faire rire ses invités. « Prête à devenir millionnaire ?» lui murmura-t-il avec un sourire narquois. Amélie ne répondit pas. Elle ferma les yeux un instant, laissant la musique l'envahir. Quand elle les rouvrit, quelque chose avait changé dans son regard. C'était plus la femme timide de quelques minutes auparavant. C'est elle qui guida le premier pas, un mouvement net, précis, qui prit Victor par surprise. Il faillit trébucher, riant nerveusement pour couvrir son embarras. Les invités ricanèrent, pensant que cela faisait partie du spectacle, mais Amélie ne s'arrêta pas. Le deuxième pas fut encore plus décidé. La salle était plongée dans un silence si profond qu'on pouvait entendre le froissement de la robe d'Amélie. Les lustres en cristal semblaient briller plus fort, comme s'ils voulaient eux aussi faire partie de ce moment. Un pas, deux pas, trois pas. La fin était proche et tous savaient qu'ils assistaient à quelque chose qu'ils n'oublieraient jamais. Amélie prépara le mouvement final, ses pieds nus sur le parquet lustré, son corps prêt pour la dernière figure impossible. Chaque mouvement était fluide, naturel, comme si elle racontait une histoire que seul son corps connaissait. « Mais que » murmura Victor, ayant désormais du mal à la suivre. Dans la salle, les sourires commencèrent à s'effacer. Une femme en robe dorée se pencha en avant sur sa chaise, les yeux écarquillés. Un homme cessa de boire son champagne, son verre suspendu à mi-chemin de ses lèvres. Le musicien lui-même semblait jouer avec plus d'intensité, comme si la musique répondait au mouvement d'Amélie. Un tour. Amélie pivota sur elle-même avec une vitesse contrôlée, sa robe noire s'ouvrant légèrement. Quand elle revint dans les bras de Victor, il était déjà en sueur, non pas à cause de l'effort physique, mais de la tension de devoir la suivre. « Comment faites-vous pour… » commença-t-il, mais il ne termina pas sa phrase. Amélie le guida dans une séquence complexe. Un pas de côté, un crochet avec la jambe, une pause dramatique où leur corps était très proche sans se toucher. C'était de la technique pure, des années d'entraînement qui émergeaient de quelque part au plus profond d'elle. Les invités ne riaient plus, certains s'étaient levés pour mieux voir. La dame âgée qui avait auparavant dit à Victor de ne pas être cruelle avait maintenant les mains jointes devant sa poitrine, les yeux brillants. Victor sentait le contrôle lui échapper complètement. Lui qui avait dansé le tango en Argentine, qui avait payé les meilleurs professeurs, se sentait maintenant comme un débutant dans les bras d'une femme qui nettoyait les sols. Son orgueil commença à se transformer en autre chose, de la confusion peu, être même une pointe de peur. Amélie exécuta un mouvement qui fit retenir leur souffle à tous les spectateurs. Elle se pencha en arrière, soutenue uniquement par le bras de Victor. Son dos s'arqua en une courbe parfaite. Ses cheveux qui commençaient à s'échapper de son chignon frôlaient presque le sol, puis avec une force qui semblait impossible, elle se redressa lentement, ses yeux fixés sur ceux de Victor. Dans ses yeux, il vit quelque chose d'inattendu. Il n'y avait pas de vengeance, pas de colère, il y avait seulement une tristesse profonde, ancienne, mêlée à une détermination d'acier. « Qui êtes-vous » murmura Victor, maintenant complètement perdu dans la danse. La musique augmenta d'intensité, le bandoneon pleurait des notes qui semblaient être des larmes transformées en sons. Amélie accéléra le rythme. Ses mouvements étaient désormais une cascade de techniques et d'émotions. Chaque pas racontait quelque chose. La perte, la douleur, la renaissance. Un homme parmi les invités sortit son téléphone pour filmer, mais sa femme lui attrapa le bras en secouant la tête. Le musicien lui-même semblait jouer avec plus d'intensité, comme si la musique répondait au mouvement d'Amélie. Un tour. Amélie pivota sur elle-même avec une vitesse contrôlée, sa robe noire s'ouvrant légèrement. Quand elle revint dans les bras de Victor, il était déjà en sueur, non pas à cause de l'effort physique, mais de la tension de devoir la suivre. « Comment faites-vous pour… » commença-t-il, mais il ne termina pas sa phrase. La cuisinière, sortie de la cuisine pour voir ce qui se passait, s'était assise sur les marches, la bouche bée. Amélie exécuta une série de 8 mouvements rapides, ses pieds martelant le sol avec une précision militaire. Puis soudainement, elle ralentit, la musique approchait de sa fin. Les derniers accords se préparaient à clore cette histoire qui avait commencé par des rires et qui était maintenant enveloppée dans le silence le plus absolu. Victor la regardait avec des yeux différents. Il y avait des moments trop intimes pour être capturés, des moments qui devaient simplement être vécus. Victor peinait à suivre le rythme, son smoking impeccable était maintenant froissé, son souffle était court, mais il ne pouvait pas s'arrêter.
C'était comme si Amélie l'avait ensorcelée, comme si cette danse était devenue quelque chose de plus grand que d'eux. Un serveur dans un coin de la salle s'essuya les yeux du revers de la main. Amélie ferma les yeux et, dans ce silence chargé d'attente, son corps commença à raconter une histoire que les mots n'auraient jamais pu dire. Ses mouvements changèrent. C'était plus seulement de la technique, c'était des souvenirs transformés en danse. Chaque geste portait le poids d'une autre vie, d'une autre Amélie qui existait avant cet uniforme de femme de chambre. 8 ans plus tôt, sur une scène à l'Opéra Garnier, une jeune danseuse avait reçu une standing ovation après son interprétation du Lac des Cygnes. Cette danseuse s'appelait Amélie Renaud. Les journaux l'avaient surnommée la nouvelle étoile de la danse française. Elle avait 24 ans et le monde à ses pieds. Mais la vie a des manières cruelles de changer de cap. Son père tomba malade, puis sa mère. Les frais médicaux dévorèrent d'abord les économies, puis les rêves. Amélie quitta le théâtre pour s'occuper d'eux. Les répétitions devinrent des gardes à l'hôpital, les scènes devinrent des chambres d'hôpital silencieuses. La musique devint le son des machines qui maintenaient en vie les personnes qu'elle aimait. Maintenant, en dansant avec Victor, toute cette douleur sortait par ses pieds. Chaque pas était un adieu, chaque tour était un souvenir. La danse était devenue sa seule façon de pleurer. Victor le sentait, même sans comprendre, il le sentait. La façon dont elle s'appuyait puis s'éloignait ressemblait à quelqu'un qui avait aimé et perdu. La façon dont ses mouvements étaient à la fois forts et fragiles racontait une force née de la nécessité, pas du choix. Dans la salle, une femme se mit à pleurer en silence. Elle ne savait pas pourquoi. Elle ne connaissait pas l'histoire d'Amélie. Mais le corps ne ment pas quand il danse la vérité. Un homme âgé assis au premier rang retira ses lunettes pour les essuyer. Sa femme lui serra la main. Eux aussi avaient perdu quelque chose dans leur vie. Eux aussi comprenaient ce langage silencieux de la douleur. Amélie exécuta une séquence qui semblait impossible. Elle s'éleva presque sur la pointe des pieds, tourna, et quand elle atterrit, c'était comme si elle portait le poids du monde sur ses épaules, mais refusait de tomber. C'était la résilience transformée en mouvement, la survie transformée en art. Victor trébucha légèrement, non par manque de technique, mais parce qu'il avait compris. Il avait compris qu'il ne dansait pas avec une femme de chambre, il dansait avec quelqu'un qui avait tout perdu, mais qui ne s'était pas perdu elle-même. Et cela l'effrayait plus que tout. Le musicien jouait maintenant les yeux fermés, laissant les notes suivre les mouvements d'Amélie, et non l'inverse. Le bandoneon semblait respirer avec elle, souffrir avec elle, espérer. Les 30 dernières secondes de la musique commencèrent. Amélie ouvrit les yeux et regarda Victor. Dans ce regard, il y avait un pardon qu'il n'avait ni demandé ni mérité. Il y avait une dignité qu'aucune humiliation ne pouvait enlever. Il y avait une beauté qui ne venait pas de l'apparence, mais de tout ce qu'elle avait traversé et enduré. Victor baissa le regard. Pour la première fois de la soirée, il avait honte. Amélie quitta le théâtre pour s'occuper d'eux. Les répétitions devinrent des gardes à l'hôpital, les scènes devinrent des chambres d'hôpital silencieuses. La musique devint le son des machines qui maintenaient en vie les personnes qu'elle aimait. Maintenant, en dansant avec Victor, toute cette douleur sortait par ses pieds. Chaque pas était un adieu, chaque tour était un souvenir. La danse était devenue sa seule façon de pleurer. Victor le sentait. Même sans comprendre, il le sentait. La façon dont elle s'appuyait puis s'éloignait ressemblait à quelqu'un qui avait aimé et perdu. La façon dont ses mouvements étaient à la fois forts et fragiles racontait une force née de la nécessité, pas du choix. Dans la salle, une femme se mit à pleurer en silence. Elle ne savait pas pourquoi. Elle ne connaissait pas l'histoire d'Amélie. Mais le corps ne ment pas quand il danse la vérité. Un homme âgé assis au premier rang retira ses lunettes pour les essuyer. Sa femme lui serra la main. Une figure si difficile que peu de danseuses osaient la tenter. Elle se prépara, les muscles tendus, mais Victor, dans une tentative désespérée de reprendre le contrôle, essaya de la guider dans une direction différente. Il voulait terminer la danse avec une figure qu'il connaissait, quelque chose qu'il pouvait maîtriser. « Non », murmura Amélie, si doucement que lui seul pouvait l'entendre. Pour la première fois de sa vie, Victor de La Rochefoucauld n'était pas celui qui commandait. Et tout le monde le voyait. Amélie prit le contrôle total, d'un mouvement fluide mais ferme. Elle inversa la prise. C'était maintenant elle qui guidait, elle qui décidait où aller, elle qui tenait le rythme. Victor se retrouva à suivre, ses pieds essayant désespérément de ne pas trébucher. Les invités s'en rendirent compte immédiatement. Une dame en robe bleue couvrit sa bouche de sa main. Un homme à la moustache grise secoua lentement la tête, un sourire incrédule sur le visage. C'était pas seulement une femme de chambre qui savait danser, c'était une maîtresse qui donnait une leçon. Victor sentait la sueur couler le long de son dos.
Son smoking, parfait au début de la soirée, semblait maintenant froissé et déplacé. Ses mains, qui signaient des contrats millionnaires chaque jour, tremblaient légèrement en essayant de suivre les mouvements d'Amélie. « S'il vous plaît », murmura-t-il, la voix brisée. Il ne savait même pas ce qu'il demandait. Pitié, qu'elle ralentisse, qu'elle finisse, mais Amélie n'eut pas de pitié, non par cruauté, mais parce que la danse méritait d'être terminée correctement. Elle méritait le respect. Elle méritait le respect. Elle exécuta une série de mouvements qui laissèrent le public sans voix. Ses pieds volaient sur le sol avec une précision qui semblait surhumaine. Ses bras dessinaient des arcs parfaits dans l'air. Son corps se pliait et se redressait avec une force contrôlée qui parlait d'années de discipline et de sacrifice. Victor trébucha. Juste un petit faux pas, mais dans ce silence absolu, il parut énorme. Quelqu'un dans le public retint un hoquet. Il se reprit rapidement, mais le mal était fait. Tout le monde avait vu le grand Victor de La Rochefoucauld perdre l'équilibre, pas physiquement, mais de toutes les autres manières qui comptaient. Le musicien intensifia le rythme pour les 10 dernières secondes. Le bandoneon chantait des notes désespérées et magnifiques. Amélie ferma les yeux une dernière fois, c'était le mouvement final. Elle se lança dans un tour rapide, puis s'arrêta brusquement dans une pose qui défiait la gravité. Sa jambe droite était levée derrière elle, en un arc parfait. Ses bras étaient ouverts comme des ailes, sa tête penchée en arrière, exposant son cou dans un geste de vulnérabilité et de force mêlée. Victor était derrière elle. Ses mains la soutenaient à peine, mais tout le monde pouvait voir que c'était elle qui se soutenait. Il n'était qu'un accessoire, un témoin. Peut être, pour la première fois de sa vie, juste un homme ordinaire face à quelque chose d'extraordinaire. La dernière note de la musique résonna dans la salle, puis le silence. Victor trébucha légèrement, non par manque de technique, mais parce qu'il avait compris. Il avait compris qu'il ne dansait pas avec une femme de chambre, il dansait avec quelqu'un qui avait tout perdu, mais qui ne s'était pas perdue elle-même. Et cela l'effrayait plus que tout. Le musicien jouait maintenant les yeux fermés, laissant les notes suivre les mouvements d'Amélie, et non l'inverse. Le bandoneon semblait respirer avec elle, souffrir avec elle, espérer. Amélie maintint la pause pendant 3 secondes qui parurent une éternité. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait au rythme de respiration profonde. Une goutte de sueur coula le long de son visage. Ses pieds nus sur le parquet semblaient des racines l'ancrant à la terre, tandis que son esprit volait ailleurs. Puis, lentement, elle abaissa sa jambe et se redressa. Elle se tourna vers le public. Le silence continua. Personne ne bougeait, personne ne respirait. L'applaudissement grandit comme une vague, devenant assourdissant. Certains hommes sifflaient, les femmes s'essuyaient les yeux avec des mouchoirs en soie. Les serveurs et le personnel à l'arrière de la salle applaudissaient aussi, oubliant complètement leur place. Amélie resta immobile au centre de la piste, les bras le long du corps, les pieds toujours nus. Elle ne sourit pas, ne fit pas de révérence. Elle resta simplement là, respirant, laissant le moment l'envelopper comme une étreinte qu'elle attendait depuis 8 ans. Victor était à quelques pas d'elle, pétrifié. Ses mains pendaient, immobiles. Son visage avait perdu toute couleur. Il regardait Amélie comme s'il la voyait pour la première fois. L'arrogance avait disparu, la certitude avait disparu. Il ne restait qu'un homme confronté à sa propre petitesse. « Brava, brava !» cria quelqu'un du public. « Magnifique !» cria un autre. Une jeune femme en robe dorée courut vers Amélie et lui tendit un bouquet de roses blanches qui décorait l'une des tables. Amélie les accepta, les mains tremblantes, laissant enfin un petit sourire apparaître sur ses lèvres. L'ovation continua, 1 minute, 2 minutes. Les gens ne voulaient pas s'arrêter. C'était comme si, en applaudissant, il n'applaudissait pas seulement une danse, mais quelque chose de plus grand. Peut-être applaudissait-il la dignité, le courage, la preuve que personne n'est seulement ce qu'il porte ou l'endroit où il travaille. Victor bougea enfin. Il fit un pas vers Amélie, la bouche ouverte comme pour dire quelque chose, mais aucun mot ne sortit. Que peut-on dire après avoir publiquement humilié quelqu'un qui vient de prouver être plus grand que vous ne le serez jamais ? Un homme grand en costume gris s'approcha de Victor et lui tapota l'épaule. « Tu as fait une promesse, mon ami, dit-il assez fort pour que d'autres entendent. Tu as dit que si elle dansait, tu l'épouserais. Nous avons tous entendu. » D'autres invités murmurèrent leur accord. « C'est vrai, dit une femme. Une promesse est une promesse, ajouta une autre voix. Le visage de Victor devint rouge. Il regarda autour de la salle, cherchant des alliés, quelqu'un pour l'aider à sortir de cette situation.
Mais les regards qu'il croisa étaient différents de ceux d'une demi-heure plus tôt. Il y avait plus de complicité, plus d'amusement partagé à humilier quelqu'un d'inférieur. Il n'y avait que de l'attente. Je plaisantais, commença Victor, essayant de rire, mais son rire sonna forcé et pathétique. C'était juste une blague, vous le savez tous. Un blague. La voix de la dame âgée fendit l'air. Elle s'approcha en s'appuyant sur sa canne. Une blague, c'est drôle, Victor. Ce que vous avez fait était cruel. Et maintenant que cette jeune femme a prouvé être meilleure que nous tous ici réunis, vous voulez appeler ça une blague ? Victor ouvrit et ferma la bouche plusieurs fois. Des gouttes de sueur apparurent sur son front. « Madame Dubois-Chastel, s'il vous plaît, vous ne comprenez pas. Je comprends parfaitement, » répondit la dame. « Je comprends que vous avez essayé d'humilier quelqu'un et que vous avez fini par vous humilier vous-même. » Le silence revint dans la salle, mais il était différent maintenant. C'était un silence lourd, plein de jugement. Victor de La Rochefoucauld, l'homme qui avait toujours le dernier mot, qui contrôlait chaque situation, était maintenant sans voix devant une salle pleine de témoins. Il regarda Amélie, qui restait calme et immobile, les roses blanches entre ses mains. Dans ses yeux, il n'y avait pas de triomphe, pas de satisfaction vengeresse. Il y avait seulement une quiétude profonde, la paix de celle qui connaît sa propre valeur, peu importe ce que les autres pensent. Alors, dit l'homme en costume gris, croisant les bras, « Que vas-tu faire, Victor ?» Toutes les têtes se tournèrent vers le millionnaire, attendant, observant. Victor respira profondément, ses mains tremblant visiblement. Il ne pouvait pas l'épouser. C'était ridicule, impossible. Il était Victor de La Rochefoucauld, propriétaire de La Rochefoucauld Immobilier, l'une des plus grandes sociétés immobilières de France. Elle n'était personne, juste une femme qui nettoyait les sols. Écoutez, commença-t-il, sa voix essayant de retrouver son autorité habituelle. Je peux dédommager mademoiselle pour son temps et sa performance impressionnante. Il sortit son portefeuille de la poche intérieure de son smoking. 50 000 €, 100 000 €, dites votre prix. Attends-moi. Un murmure de désapprobation parcourut la salle. Plusieurs personnes secouèrent la tête. Madame Dubois-Chastel frappa le sol avec force avec sa canne. Amélie regarda le portefeuille ouvert dans les mains de Victor pendant un instant. Personne ne bougea, puis lentement, elle fit un pas en avant. Victor se détendit légèrement, pensant qu'elle allait accepter l'argent et le sortir de cette situation embarrassante. Mais Amélie passa à côté de lui, marcha jusqu'à l'endroit où elle avait laissé son tablier plié sur la chaise, le prit avec soin, lissant le tissu de ses mains. Puis elle se retourna pour faire face à Victor et à tous les invités. « Je ne veux pas de votre argent, monsieur de La Rochefoucauld. » Sa voix, claire et ferme, résonna dans la salle silencieuse. « Je ne veux pas de votre nom, je ne veux pas de votre mariage, je n'ai besoin de rien de ce que vous pouvez offrir. » Victor rangea rapidement son portefeuille, le soulagement visible sur son visage. Alors c'est réglé, c'était un malentendu et « Attendez !» Une voix féminine interrompit ses paroles. Une femme d'environ 70 ans, cheveux blancs relevés en un chignon élégant, robe vert émeraude, se leva lentement de sa chaise. Ses yeux étaient fixés sur Amélie avec une étrange intensité. « Je vous connais, dit la femme en marchant vers Amélie d'un pas lent mais décidé. Je connais ce visage, ces mouvements. » Amélie resta immobile, ses doigts serrant le tablier. La femme s'arrêta à quelques centimètres d'elle, étudiant son visage. « Mon Dieu, murmura-t-elle, vous êtes Amélie Renaud. » Un silence pesant tomba sur la salle. Certains échangèrent des regards confus, d'autres commencèrent à chercher dans leur mémoire où ils avaient entendu ce nom. « Amélie Renaud » répéta la femme plus fort en se tournant vers les autres invités. La danseuse qui a été sélectionnée pour danser à l'Opéra Garnier il y a 8 ans. La critique l'a qualifiée de prodige. Elle était destinée à devenir la plus jeune danseuse étoile de l'histoire du théâtre. D'autres regards de reconnaissance. Une femme plus jeune sortit son téléphone et se mit à taper rapidement. « Oh mon Dieu, c'est elle » murmura-t-elle en montrant l'écran à son voisin. « Regardez, il y a de vieilles photos ici. » Victor regarda Amélie, puis la femme en vert, la confusion et quelque chose comme de la peur grandissant dans ses yeux. « C'est pas possible, c'est juste une femme de chambre. » La femme en vert se tourna vers lui avec un regard acéré. « Et cela la rend-elle inférieure à vous, Victor ?» L'une des danseuses les plus talentueuses que la France ait jamais produite nettoie maintenant vos sols parce que la vie l'a forcée à choisir entre son art et sa famille. Et vous l'avez humiliée. La saille explosa en chuchotements. Les gens se penchaient les uns vers les autres, partageant ce qu'ils savaient, ce dont ils se souvenaient, ce qu'ils découvraient sur leur téléphone. « Je me souviens d'elle, dit un homme à la moustache grisonnante. Ma femme et moi avons vu sa dernière performance. C'était transcendant. » Elle a disparu du jour au lendemain, ajouta une autre femme. Les journaux ont spéculé pendant des mois sur ce qui s'était passé. La femme en vert se tourna de nouveau vers Amélie.
Pourquoi avez-vous arrêté, ma chère? Vous aviez le monde à vos pieds. » Amélie resta silencieuse un long moment. Quand elle parla enfin, sa voix était douce mais ferme. « Mes parents sont tombés malades tous les deux. Quelqu'un devait s'occuper d'eux, quelqu'un devait payer les factures d'hôpital. Certains rêves coûtent plus cher que d'autres. » Des larmes brillèrent dans les yeux de plusieurs personnes. Madame Dubois-Chastel porta la main à sa poitrine, clairement émue. Victor était blême, les yeux écarquillés. Il n'avait pas seulement humilié une femme de chambre, il avait humilié une légende oubliée, quelqu'un qui avait tout sacrifié par amour, quelqu'un d'infiniment plus grand qu'il ne le serait jamais. Et tout le monde le savait. Amélie serra son tablier contre sa poitrine. Tous les yeux étaient maintenant sur elle, mais différemment, non plus avec mépris ou amusement. Maintenant, il y avait du respect, de l'admiration et quelque chose qu'elle n'avait pas reçu depuis longtemps, de la reconnaissance. Mais elle n'en voulait pas comme ça. Pas par pitié. « Mes parents ne sont plus là », dit-elle calmement, sa voix emplissant le silence. « Ils sont décédés il y a 2 ans à 3 mois d'intervalle. Je suis restée à leur côté jusqu'au dernier moment. Je ne regrette aucun des choix que j'ai faits. » La femme en robe verte toucha doucement le bras d'Amélie. « Ma chère, vous pourriez revenir, avec votre talent, avec votre histoire. N'importe quelle compagnie de danse serait honorée de vous avoir. » Amélie sourit tristement. « J'ai 32 ans. Dans le monde du ballet classique, cela fait de moi une vieille. Mon corps n'est plus le même. 8 ans sans entraînement professionnel, on ne s'en remet pas facilement. Mais vous venez de danser comme... » commença la femme. « Comme quelqu'un qui n'a jamais oublié, compléta Amélie. Mais danser une fois et danser tous les soirs sont 2 choses différentes. La danse exige tout de vous. J'ai donné tout ce que j'avais. Maintenant, je travaille. Je survis. » Et il y a de la dignité là. Dedans aussi. Ces mots frappèrent la salle comme la foudre. Victor, qui était resté silencieux, bougea enfin. Il s'avança jusqu'à s'arrêter devant Amélie. Son visage était rouge, non de colère, mais d'une honte profonde. « Je ne savais pas, murmura-t-il. » Amélie le regarda droit dans les yeux. « Et si vous l'aviez su, cela aurait-il été différent ? Aurais-je été plus digne de respect si vous aviez connu mon passé? Un être humain ne mérite la dignité que s'il a eu une carrière brillante. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Victor ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Comment pouvait-il répondre à cela? Amélie fit un pas en avant, sa voix maintenant plus forte, s'adressant non seulement à Victor, mais à tout le monde dans la salle. Je nettoie les sols, je lave la vaisselle, je plie les serviettes et je vide les poubelles. Et savez-vous ce que j'ai appris en faisant cela? Qu'un travail honnête ne fait honte à personne. Que gagner son pain, peu importe comment, a plus de valeur que d'en hériter ou de le voler. Certains invités baissèrent les yeux, clairement mal à l'aise. Amélie continua, « Vous avez ri de moi il y a 30 minutes. Vous avez ri parce que je portais cet uniforme, parce que je vous servais au lieu d'être assise parmi vous. Mais j'ai pas changé. J'étais la même personne avant et après avoir dansé. La même personne avant et après que vous ayez découvert qui j'étais. La seule chose qui a changé, c'est ce que vous voyez. » Madame Dubois-Chastel pleurait ouvertement maintenant, sa canne tremblant dans sa main. Plusieurs autres invités s'essuyaient les yeux discrètement. « Je ne veux pas de votre pitié, » dit Amélie, sa voix s'adoucissant un peu. « Je ne veux pas que vous me voyiez comme une histoire triste. J'ai fait des choix difficiles, mais les miens. J'ai pris soin des gens que j'aimais, j'ai travaillé honnêtement, je n'ai jamais mendié, je n'ai jamais volé. Je n'ai jamais baissé la tête, sauf quand je l'ai choisi moi-même. » Elle se tourna vers Victor, qui semblait plus petit maintenant, malgré sa taille. « Vous m'avez offert votre argent, monsieur de La Rochefoucauld, mais il y a des choses que l'argent ne peut pas acheter. La dignité en est une. Le respect en est une autre. Vous pouvez acheter des gens, vous pouvez vous acheter une sortie de situation embarrassante, vous pouvez même acheter des applaudissements, mais vous ne pouvez pas acheter ce que j'ai. Vous ne pouvez pas acheter qui je suis. » Victor était pâle comme un fantôme. Ses mains tremblaient le long de son corps. Pour la première fois de sa vie d'adulte, Victor de La Rochefoucauld se sentit petit. Amélie remit son tablier, le nouant soigneusement derrière son dos. Le geste était symbolique. Elle redevenait qui elle était et il n'y avait aucune honte à cela. « Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, dit-elle calmement, j'ai encore du travail à faire ce soir. » Elle commença à se tourner pour partir, mais alors quelque chose d'inattendu se produisit. Du fond de la salle, un homme se leva. L'homme qui se leva avait la soixantaine, les cheveux gris soigneusement coiffés, des lunettes à monture dorée, un costume bleu nuit impeccable. Il dégageait une autorité tranquille, le genre de présence qui n'a pas besoin d'élever la voix pour être entendue. « Mademoiselle Renaud, dit-il d'une voix claire et calme, permettez-moi de me présenter.
Je suis Julien Moreau, directeur artistique du Théâtre des Champs Élysée. Un murmure parcourut la salle. Le Théâtre des Champs Élysée était l'une des institutions culturelles les plus respectées de Paris. Moins grand que l'Opéra Garnier, mais réputé pour son excellence et son innovation. Amélie s'arrêta, son tablier toujours à la main, et se tourna lentement vers l'homme. « Monsieur Moreau, dit-elle d'une voix incertaine. » Julien marcha vers le centre de la salle, les mains jointes devant lui. « J'ai assisté à votre performance ce soir, pas seulement à la technique qui était impeccable, mais à quelque chose de plus rare. J'ai vu une âme danser. J'ai vu une histoire racontée sans mots. J'ai vu ce que le théâtre cherche désespérément et trouve rarement, la vérité. » Les invités écoutaient dans un silence absolu. Même Victor, toujours pâle et secoué, fixait l'homme avec attention. Le Théâtre des Champs Élysée prépare une nouvelle production, continua Julien, une réinterprétation moderne du tango argentin mêlée à des éléments de danse contemporaine. Nous cherchons quelqu'un qui puisse apporter de l'authenticité à ce projet, pas seulement de la technique, mais une expérience de vie, une émotion réelle. Amélie secoua lentement la tête. Monsieur Moreau, je suis flattée, mais comme je l'ai dit, 8 ans se sont écoulés. Mon corps, votre corps vient d'exécuter des mouvements que des danseurs professionnels de 25 ans auraient du mal à reproduire, l'interrompit-il gentiment. Je sais que 8 ans est une éternité dans le monde de la danse, mais ce que j'ai vu ce soir, cela ne s'enseigne pas, cela ne s'achète pas. On l'a ou on ne l'a pas. Et vous, mademoiselle Renaud, vous l'avez. Des larmes commencèrent à se former dans les yeux d'Amélie. Ses mains serraient le tablier si fort que ses jointures étaient blanches. « Je ne parle pas de devenir danseuse étoile, » expliqua Julien. « Je ne promets pas un retour à la gloire que vous aviez il y a 8 ans. Je vous offre une opportunité de recommencer, de danser à nouveau selon vos propres termes. Nous aurions besoin de quelqu'un pour chorégraphier et aussi pour se produire dans des rôles choisis. » Quelqu'un qui comprend le sacrifice, quelqu'un qui a vécu. Madame Dubois-Chastel s'essuya les yeux avec un mouchoir brodé. Plusieurs autres invités hochèrent la tête, visiblement émus. Les répétitions commencent dans 3 semaines, dit Julien. Bien sûr, il y aura une période d'entraînement pour remettre votre corps en conditions optimales. Nous avons d'excellents kinésithérapeutes et le salaire, eh bien, il sera plus que suffisant pour que vous n'ayez plus jamais à nettoyer les sols de personnes. Amélie baissa les yeux, les larmes coulant enfin sur son visage. « Pourquoi ?» murmura-t-elle. « Pourquoi moi ?» Julien sourit doucement. « Parce que ce soir, vous nous avez rappelé à tous pourquoi l'art existe. Non pas pour divertir les riches, ni pour décorer des salons élégants, mais pour toucher l'âme humaine. Pour dire des vérités que les mots ne peuvent pas dire. Vous avez fait cela ce soir sans même essayer. » Il s'approcha d'Amélie et lui tendit une carte de visite. « Ne me répondez pas maintenant, pensez-y. Mais sachez ceci, le théâtre a autant besoin de vous que vous avez besoin du théâtre. » Amélie prit la carte, les mains tremblantes. Elle la regarda à travers ses larmes, lisant le nom et le numéro de téléphone imprimés en caractères élégants. Victor, qui était resté à l'écart, retrouva enfin sa voix. « Monsieur Moreau, je peux contribuer financièrement à la production. Je serais honorée de... » « Non, merci. » Julien l'interrompit sans même le regarder. « Le Théâtre des Champs Élysées n'a pas besoin d'argent obtenu par l'humiliation d'autrui. Nous avons des mécènes plus que suffisants. » Le visage de Victor devint encore plus rouge. Certains invités toussèrent, embarrassés, d'autres cachèrent des sourires derrière leurs mains. Julien se tourna de nouveau vers Amélie. « Pensez-y, mademoiselle Renaud, et quand vous serez prête, appelez-moi. » Amélie hocha la tête, incapable de parler, tenant la carte de visite comme si c'était la chose la plus précieuse au monde. La salle resta silencieuse, tous attendant de voir ce qu'elle allait faire. Et à ce moment-là, quelque chose à l'intérieur d'Amélie commença à changer. Amélie regarda la carte de visite entre ses doigts. Les lettres dansaient à travers ses larmes. Théâtre des Champs, Élysée, Julien Moreau. Une chance. Une seconde chance qu'elle n'avait jamais osé espérer. Elle prit une profonde inspiration, s'essuyant les yeux du revers de la main. Quand elle releva le regard, il y avait quelque chose de différent dans ses yeux. Non plus la résignation silencieuse de celle qui a accepté son destin, mais pas non plus le désespoir de celle qui s'accroche à un rêve perdu. « Monsieur Moreau, dit-elle, sa voix encore tremblante mais gagnant en force, je vous remercie du fond du cœur. Je vous remercie de voir en moi ce que j'avais moi-même oublié. » Julien hocha la tête, un doux sourire sur son visage. Amélie regarda à nouveau la carte, puis la glissa soigneusement dans la poche de son tablier. « Je vous appellerai, dit-elle avec détermination, demain. » Après avoir dormi sur cette décision, parce que si j'accepte, je veux être sûre de le faire pour les bonnes raisons.
non pas pour fuir quelque chose, mais pour courir vers quelque chose. Sage décision, dit Julien. C'est exactement l'attitude que je recherchais. Prenez votre temps. Amélie se retourna pour faire face à toute la salle. Les invités la regardaient avec un mélange d'admiration, de respect et quelque chose qui ressemblait presque à de la révérence. C'était extraordinaire de voir comment 30 minutes pouvaient tout changer. « Je veux dire quelque chose avant de partir », annonça Amélie. Sa voix emplit la salle, claire et ferme. « Ce soir, je suis entrée dans ce château comme une femme de chambre et je sortirai comme une femme de chambre. Parce que c'est ce que je suis en ce moment. Ce que je pourrais devenir demain ou la semaine prochaine ne change pas qui je suis aujourd'hui. » Elle fit une pause, son regard passant d'un visage à l'autre. « Mais j'espère que ce soir, vous avez tous appris quelque chose. » J'espère que la prochaine fois que vous verrez quelqu'un qui vous sert, qui nettoie pour vous, qui travaille de ses mains, vous vous souviendrez de cette soirée. Vous vous souviendrez que vous ne savez jamais quelle histoire cette personne porte en elle. Vous ne savez jamais quel rêve elle a dû enterrer. Vous ne savez jamais de quoi elle est capable. Madame Dubois-Chastel hocha vigoureusement la tête, les larmes coulant toujours. Plusieurs autres invités avaient les yeux brillants. Amélie se tourna vers Victor, qui se tenait à l'écart, les épaules voûtées, l'ombre de l'homme arrogant qu'il était 1 heure plus tôt. « Monsieur de la Rochefoucauld, je ne vous souhaite aucun mal. J'espère seulement que ce soir, vous avez appris que la vraie richesse ne se mesure pas en euros. Elle se mesure à la façon dont nous traitons ceux qui ne peuvent rien faire pour nous. » Victor leva les yeux. Ses yeux étaient rouges, son visage marqué par la honte. « Mademoiselle Renaud, sa voix se brisa. Je suis désolée. Il n'y a pas de mots suffisants, mais je suis profondément désolée. » Amélie le regarda un long moment, puis hocha lentement la tête. « Je sais, » dit-elle simplement, « et c'est la différence entre vous et moi. J'ai toujours su quand m'excuser. Vous êtes seulement en train de l'apprendre. » Elle se pencha et ramassa ses chaussures de travail qu'elle avait enlevées avant la danse. Elle les tenait dans une main, les roses blanches dans l'autre, pieds nus dans son uniforme de femme de chambre, mais la tête aussi haute qu'une reine. Elle se dirigea vers la porte. Les invités s'écartèrent pour la laisser passer, beaucoup d'entre eux la main sur le cœur, d'autres la tête baissée en signe de respect. C'était comme si elle marchait dans une haie d'honneur. À la porte, Amélie s'arrêta et se retourna une dernière fois. « Une dernière chose, dit-elle. Le tango que j'ai dansé ce soir était dédié à mes parents, Marie et Antoine Renaud. Ils n'avaient ni titre ni fortune. Mon père était mécanicien, ma mère était couturière. Mais ils m'ont appris que la dignité ne s'achète ni ne se vend. Elle se vit. » Sur ces mots, Amélie quitta la salle de bal. Le silence qu'elle laissa derrière, elle était plus éloquée que n'importe quel applaudissement. Victor resta immobile au centre de la piste de danse vide, entouré de ses invités qui le regardaient maintenant avec des yeux différents. La fête était finie, mais les leçons de cette nuit ne faisaient que commencer. Et tandis qu'Amélie marchait dans les couloirs du château de Valois, pieds nus mais libres, elle savait que demain serait le début de quelque chose de nouveau, quoi qu'elle décide. 6 mois plus tard, le Théâtre des Champs, Élysée, était complet ce soir-là. Chaque siège était occupé. Les lumières s'éteignirent lentement tandis que le public s'installait dans les fauteuils de velours rouge. Sur scène, les rideaux étaient encore fermés, mais derrière eux, on pouvait sentir le souffle de l'attente. Au 3e rang, assis au milieu d'inconnus, Victor de la Rochefoucauld tenait le programme entre ses mains, ses doigts traçaient le nom imprimé sur la couverture, « Tango des âmes », chorégraphie et interprétation par Amélie Renaud. Il avait changé au cours de ces 6 mois. Ses cheveux étaient plus gris, les rides autour de ses yeux plus profondes, mais c'était plus que cela. C'était sa façon de tenir ses épaules moins rigides, la façon dont ses yeux regardaient les gens avec moins de jugement. Les rideaux s'ouvrirent. La scène était simple, un plancher de bois sombre, des lumières tamisées créant de longues ombres, et au centre, Amélie. Elle portait une robe rouge sang qui bougeait comme de l'eau. Ses cheveux étaient lâchés sur ses épaules, ses pieds étaient nus, tout comme cette nuit-là au château de Valois. La musique commença, un bandoneon pleurait des notes familières. Amélie se mit à danser. Ce n'était plus la femme épuisée qui nettoyait les sols, ce n'était même plus la danseuse prodige d'il y a 8 ans. C'était quelque chose de nouveau, quelque chose forgé par la douleur et la renaissance. Chaque mouvement racontait une histoire de perte et de retrouvailles, de chute et de relèvement. Le public était hypnotisé, personne ne toussait, personne ne bougeait. Il n'y avait que des yeux fixés sur cette femme qui dansait comme si elle pensait des blessures invisibles à chaque pas. Victor sentit les larmes couler sur son visage, il n'essaya pas de les cacher. Au cours de ces 6 mois, il avait appris qu'il y a plus de force à admettre sa vulnérabilité qu'à prétendre être invincible.
Après cette nuit, sa vie avait changé. Ses amis le regardaient différemment. Ses affaires prospéraient toujours, mais il les gérait différemment. Il avait commencé à payer tous ses employés des salaires plus élevés. Il avait fait don de la moitié de sa fortune à des hôpitaux qui soignaient des personnes sans moyens, mais rien de tout cela n'effaçait ce qu'il avait fait. Rien de tout cela ne lui rendait le respect qu'il avait perdu ce soir-là. Sur scène, Amélie exécuta un tour qui semblait défier la gravité. Son corps parlait des langues que les mots ne pouvaient traduire. Il racontait l'histoire d'une jeune fille qui rêvait de voler, d'une femme qui avait dû marcher sur terre et de quelqu'un qui avait enfin retrouvé ses ailes, non pas pour s'échapper, mais pour planer avec intention. La musique montait vers sa fin. Amélie ralentit, chaque mouvement devenant plus délibéré, plus lourd de sens. Et puis, dans la pause finale, elle s'arrêta, exactement comme elle l'avait fait 6 mois plus tôt, une jambe levée, les bras ouverts, la tête penchée vers le ciel, silence. Puis le théâtre explosa. Le public se leva d'un bond. Les applaudissements étaient assourdissants. Quelqu'un criait « Brava », d'autres pleuraient ouvertement. Les fleurs commencèrent à pleuvoir sur la scène. Des roses rouges, des roses blanches, des œillets, Amélie fit enfin une révérence. Quand elle se redressa, ses yeux parcoururent le public. Un instant, un seul instant, ils croisèrent ceux de Victor. Elle ne sourit pas, ne fit pas de signe de tête, mais il y avait quelque chose dans ce regard. Ce n'était pas du pardon, car certaines choses n'exigent pas de pardon quand on a déjà lâché prise. C'était de la reconnaissance, c'était la boucle qui se bouclait. Puis Amélie regarda ailleurs, vers le reste du public, vers son nouvel avenir. Victor resta assis, tandis que tout le monde autour de lui applaudissait. Il savait qu'il ne pouvait pas changer le passé. Il savait qu'Amélie n'avait besoin ni de ses excuses, ni de son approbation. Mais il pouvait changer celui qu'il était devenu depuis cette nuit-là, et peut être, juste peut être, que c'était suffisant. Les lumières s'éteignirent, le rideau tomba lentement, mais l'écho de cette danse, de cette leçon, continuait de résonner dans la vie d'Amélie, qui avait retrouvé ses ailes, et dans la vie de Victor, qui avait enfin appris à voir.